Voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc, c'est un webinaire qui durera environ 30 minutes. Je vais faire une petite introduction pour introduire les participants ainsi qu'Amindis. Puis Philippe présentera sa nouvelle méthodologie d'attribution de performance qui combine le risque et le rendement. Et puis, on laissera un petit instant pour des questions. Vous pourrez poser vos questions à travers l'interface GoToWebinar, à travers la partie questions. Voilà, alors pour la partie participants, donc on est heureux de vous accueillir pour notre webinaire. Donc je suis accompagné de Philippe Grégoire, qui est notre Head of R&D chez Amindis et qui est également professeur à la Louvain School of Management depuis de très nombreuses années et qui a publié de nombreux articles sur l'attribution de performance. Et donc, il va vous présenter son dernier article qui est paru en novembre 2025 qui permet de combiner l'attribution performance et risque unifié. Et moi-même, Rémi Lehambre, donc, qui suis chez Amindis en tant que Senior Business Engineer. Amindis, on a une mission, c'est fournir une solution innovante pour aider les institutionnels asset owners et gestionnaires d'actifs dans l'analyse et la gestion des portefeuilles d'investissement. On allie deux compétences principales, les compétences financières avec toute la connaissance qui nous a été infusée de Philippe Grégoire sur tous les sujets financiers complexes, etc. Et également une connaissance sur toute la partie IT pour le développement de solutions. Donc, on offre une plateforme complète avec différents modules qui se décline pour les assurances, les fonds de pension et pour les gestionnaires d'actifs. Nos clients assureurs apprécient particulièrement la partie PMS qui comprend la comptabilité financière avec des couvertures réglementaires comme Solvency 2, YORP 2, avec en plus toute la partie ESG. Et nos clients asset managers apprécient particulièrement le moteur de calcul puissant qui permet de faire l'attribution de performance, des calculs de perf de risque et la couverture des GIPS, le tout également avec cet aspect ESG. Il y a aussi de nombreux experts à votre service, que ce soit des équipes de consultance qui vont vous accompagner et qui ont une très grande connaissance financière, un support avec une équipe d'experts et également on propose des académies, Amindis Academy, qui sont données par Philippe Grégoire et qui permet de vous proposer des académies, des sessions spécifiques sur l'attribution de performance, sur la performance, sur l'ESG. Alors, on met en avant la partie recherche et innovation. Ici, quelques exemples passés d'articles de Philippe qui ont eu un grand succès dans la littérature. Ici, c'était une collaboration avec Monsieur Yvenard de l'UBP pour faire de l'attribution de performance en prenant en compte des futurs. Un autre article qui était sur l'attribution qui prend en compte les contraintes ESG. Et à présent, cette nouvelle méthodologie sur l'attribution risk-return. Et je laisse la parole à Philippe qui va vous présenter sa méthodologie. Voilà, merci Rémi. Donc, bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'intégration du risque dans les modèles d'attribution de performance. Et compte tenu du temps disponible, on va se focaliser uniquement sur la méthode de Brinson. Bien entendu, tout ce qui va être dit peut aussi être appliqué à des méthodologies d'attribution de performance taux, par exemple les benchmarks successifs. Alors, comme petit rappel pour tout le monde, quand on parle de l'attribution de performance, l'objectif premier est de mesurer l'impact des décisions actives de gestion à l'excess return. On suppose, une hypothèse forte est que le risque du benchmark est très similaire au risque du portefeuille. Et donc, l'analyse de l'excess return se fait indépendamment du risque. Il est clair que quand il y a des contraintes de gestion ou qu'il y a une volonté du client de préserver le capital, il est possible et il est même fréquent que le portefeuille soit moins risqué que le benchmark. Et c'est là qu'il y aura tout un intérêt dans la méthodologie qu'on propose aujourd'hui.
Alors, l'attribution de performance, avant tout, c'est dans les portefeuilles gérés selon des méthodologies top-down, c'est-à-dire qu'on décide d'abord d'une allocation par classe d'actifs, d'une allocation sectorielle, géographique ou autre, et ensuite, au sein de chaque classe d'actifs, chaque secteur, on va prendre des décisions de sélection. Une autre approche top-down, par exemple en gestion taux, on va avoir d'abord un choix de duration, puis une allocation de courbe, et enfin une sélection crédit. Nous allons nous focaliser sur le premier type de gestion, allocation par classe d'actifs ou par secteur, et ensuite au sein des classes d'actifs et secteurs, choix de titre ou sélectivité. Quand on va parler de l'attribution de performance risk-return, notre objectif va être d'intégrer le risque dans cette décision. Avant ça, il faut être capable de mesurer la contribution des décisions actives de gestion au risque du portefeuille. On va parler de l'attribution de risque, ce sera la première partie que nous allons développer. Ensuite, ayant l'impact sur le risque des décisions actives de gestion, il faut associer à cet impact un return attendu. Là, on va passer par, je dirais, le state of the art de la théorie financière, essentiellement des notions comme ratio de Sharpe ou capital asset pricing model. Ceci étant fait, on pourra alors comparer les résultats d'un modèle d'attribution de return de type Brinson avec le return attendu compte tenu de l'impact des décisions actives de gestion sur le risque. On va donc parler clairement d'alpha. C'est totalement similaire à l'alpha de Jensen que vous utilisez sans doute en termes de mesure de performance. Allons tout de suite à un exemple qui montre ce que l'on veut faire et où on veut arriver. Par exemple, ici, vous avez un portefeuille qui est géré activement par rapport à son benchmark, qui est un indice type MSCI Euro. Vous avez ici une allocation sectorielle. Vous avez l'allocation sectorielle du portefeuille, l'allocation sectorielle du benchmark, les returns du portefeuille, les returns du benchmark. Si vous appliquez un modèle Brinson de type standard, vous allez mesurer l'impact des décisions actives de gestion sur le return. Par exemple, ici, j'ai sous-pondéré la classe Consumer Discretionary. Dans ce cadre-là, cette sous-pondération a contribué pour 7 points de base à l'active return. Si je prends ici Healthcare, qui est mis en orange, je vois que selon le modèle Brinson, si vous voulez, j'ai une contribution de 14 points de base. Oui, mais si je fais une attribution de risque, ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, je vois que cette décision d'allocation, c'est-à-dire sous-pondérer le secteur healthcare, cette décision d'allocation a réduit le risque de 4 points de base. Ayant réduit le risque de 4 points de base, j'aurais pu accepter finalement une réduction de return. Donc, c'est pourquoi ici, on va voir, je vais le mettre en vert. Par contre, si je prends la sélection, vous voyez, c'est en rouge ici. En effet, si je mesure en termes de Brinson, j'ai un impact négatif et un accroissement du risque. Ce qui va être intéressant, c'est ici la deuxième ligne sur Information Technology. Qu'est-ce que vous voyez? C'est que le modèle de Brinson ici me dit que j'ai réalisé 41 points de base suite à la surpondération 15% au lieu de 7,7% du secteur technologie. Mais compte tenu de l'accroissement du risque qui est de 1,35%, j'aurais dû attendre un return de 0,54%. Ce qui signifie que la contribution de l'allocation n'est pas suffisante pour couvrir l'augmentation du risque. En revanche, si je prends Utilities, j'ai un autre discours. J'ai pris une décision de sous-pondération, j'ai réduit le risque de 13 points de base, j'aurais pu accepter une réduction de return de 5 points de base. On voit que Brinson me donne un résultat négatif, mais je le mets en vert car cette décision d'allocation a réduit le risque et j'aurais pu me permettre une réduction de return. Voilà clairement où on veut arriver avec l'attribution risk-return, c'est-à-dire qu'on va compléter, on ne va pas remplacer l'attribution de return, on va compléter l'attribution de return en y intégrant la dimension risque. Comment allons-nous faire? Quelle est la méthodologie que nous allons suivre? La méthodologie que nous allons suivre, c'est d'abord calculer la contribution au risque des décisions actives de gestion.
Pour cela, nous allons prendre une méthode de portefeuille successif, c'est-à-dire nous allons partir du benchmark, qui est une allocation passive et une sélection passive. Nous allons prendre un portefeuille intermédiaire qui va être uniquement actif en allocation, par exemple sur ou sous pondération par classe d'actifs, sur ou sous pondération par secteur, mais qui va reproduire au sein de chaque classe d'actifs ou au sein de chaque secteur exactement le benchmark. Donc, va être passif en sélection. La différence entre les deux, la différence de volatilité, va être attribuée aux décisions d'allocation. Ensuite, je passerai de ce portefeuille intermédiaire au portefeuille sous gestion. Je maintiendrai l'allocation active, mais plutôt que de reproduire le benchmark au sein de chaque classe d'actifs, je pratiquerai de la sélection de titres au sein de chaque classe. La différence de risque entre ce portefeuille intermédiaire et le portefeuille sous gestion me donnera l'impact des décisions actives de gestion sur le risque. Commençons par l'allocation. Alors effectivement, je mets ici quelques formules. Ce n'est pas l'essentiel du discours aujourd'hui, c'est plutôt l'impact sur le business, pourquoi utiliser cela, mais ça va donner une première idée de ce que l'on peut faire et des données nécessaires pour les calculs. C'est pour ça qu'il est intéressant de voir les fonctions. Alors, un premier point ici, on est en différence de volatilité. Bien entendu, c'est différent d'une tracking error. On reviendra là-dessus. Mais vraiment, l'impact ici, c'est un portefeuille qui a des contraintes de risque, mais malgré tout, ce portefeuille est benchmarké par rapport à un indice qui n'a pas les mêmes contraintes de risque. Exemple, tout de suite, un portefeuille d'un client privé dont l'objectif principal est la préservation du capital, mais malgré tout, ce client se réfère à un indice standard pour regarder sa performance. Typiquement, le gérant va prendre des décisions de gestion qui vont contribuer à la préservation du capital et donc vont réduire la volatilité du portefeuille. Donc voilà vraiment dans quel cadre on est. Cette différence de volatilité va être expliquée par la corrélation entre la contribution au return dans le portefeuille et le return du portefeuille intermédiaire. Donc en allocation, rappelez-vous, c'est entre le benchmark et ce portefeuille intermédiaire. Les données nécessaires, pour chaque période, les pourcentages alloués sur chacune des classes, les returns de l'indice pour chacune des classes, et pour le portefeuille, le return le pourcentage alloué pour le portefeuille. Quand on calcule ceci, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez ici le portefeuille intermédiaire, c'est-à-dire vous avez le poids dans le portefeuille, c'est l'allocation active, le return dans le benchmark, c'est la réplication du benchmark pour chacune des classes d'actifs. Ceci, c'est la contribution au risque d'une classe d'actifs dans le portefeuille intermédiaire. Ceci, c'est la contribution au risque d'une classe d'actifs dans le benchmark. Vous voyez, l'indice est B partout. C'est ainsi que l'on va pouvoir associer et mesurer la contribution au risque des décisions d'allocation à la différence de volatilité. Nous allons faire la même chose pour la sélection. Pour la sélection, on va passer entre le portefeuille intermédiaire et le portefeuille P. Donc, pour mesurer la sélection, comme vous voyez, on va travailler aussi avec des contributions, des corrélations de contribution au return avec le return du portefeuille et des volatilités de contribution au return. Vous voyez ici l'indice est P, donc on est dans le portefeuille. Ici, l'indice est P et PB, le portefeuille intermédiaire. Donc, nous allons mesurer ici la contribution au risque des décisions de sélection exclusivement. Alors, ça, c'est pour la technique. Celles et ceux qui sont intéressés pourront contacter Amindis pour avoir soit l'article complet, soit exclusivement les slides de la présentation. Prenons un exemple pour illustrer le propos en termes d'attribution de risque. Prenons l'exemple ici par classe d'actifs. J'ai un benchmark qui est 30%, 70%, 70% en obligations. Le portefeuille surpondère les actions, sous-pondère les obligations. La volatilité du benchmark est de 7,90, 7,90. La volatilité du portefeuille est de 8,20. Donc, j'ai ici une augmentation du risque de 30 points de base. Ces 30 points de base, je vais les expliquer par des décisions d'allocation et de sélection.
Alors, en premier lieu, ici, si je regarde les décisions d'allocation, j'ai surpondéré la classe d'actifs actions. D'accord? La volatilité des actions dans le benchmark est de 18,8%, dans le portefeuille est de 19,97%. La surpondération des actions a contribué à 2,29% d'accroissement du risque. La sous-pondération des obligations, le risque du benchmark en obligations est de 7,5, du portefeuille est de 5,2. La sous-pondération a contribué pour une réduction du risque de 1,24%. Donc les décisions d'allocation en synthèse ont contribué pour une augmentation du risque de 1,06%. Les décisions de sélection. Ben là, ici, vous voyez que quand j'ai sélectionné les titres, la volatilité des actions est plus importante que la volatilité du benchmark. Donc, j'ai augmenté mon risque à concurrence de 0,78%. Pour les obligations, c'est l'inverse. Donc, les décisions de sélection crédit, par exemple, ou sélection émetteur, a réduit le risque de moins 1,54%. On voit que les 30 points de base ou les 0,3% d'accroissement du risque sont expliqués avant tout par des décisions d'allocation qui ont accru le risque et des décisions de sélection qui ont réduit le risque. Nous avons donc la capacité d'associer aux décisions actives de gestion une contribution au risque. Il nous reste donc d'associer à ces contributions au risque un return attendu. C'est là que nous allons devoir mobiliser à un moment donné des données de marché, mais aussi des modèles théoriques, de façon à être capable de décrire cette relation rentabilité-risque, c'est-à-dire la contribution au return et le risque attendu compte tenu de ce changement de risque. Une fois que nous aurons fait cela, nous allons pouvoir calculer dans un modèle d'attribution, dans le cadre de cette présentation, le modèle Brinson, nous allons pouvoir calculer la sélection réalisée, modèle Brinson, l'allocation réalisée, modèle Brinson, et nous allons les comparer aux effets attendus compte tenu des changements de risque. Alors, comment pouvons-nous faire cela? Mobilisons, je dirais, la théorie acceptée par tous et toutes aujourd'hui. Cette théorie nous dit que le return attendu, c'est le taux sans risque plus une prime de risque. Je pense vraiment que c'est incontestable. Ensuite, il faut modéliser. Le modèle le plus commun, je dirais, c'est de faire appel à la prime de risque de marché. Donc, on sait que si on a la chance de pouvoir rester sur du très long terme, on va capturer une prime de risque en investissant sur les marchés d'actions. Et pour un portefeuille, en fonction du bêta, si on est dans un portefeuille offensif ou défensif, on peut espérer une prime de risque plus importante ou moins importante que la prime de risque du marché. Ce qui est intéressant à noter quand on le réécrit autrement, c'est que le coefficient bêta, en réalité, vous voyez ici, c'est peut-être un peu technique, mais vous voyez qu'une variation d'allocation, delta W, donc une variation d'allocation, a un impact sur la variation de risque. Donc, vous avez vraiment cette notion de contribution au risque, la dérivée, exprimée en élasticité du risque. Donc, si vous voulez, le coefficient bêta peut être vu aussi comme la contribution de la décision active d'allocation ici sur le risque du benchmark. On peut donc réécrire le capital asset pricing un peu différemment en faisant apparaître le ratio de Sharpe, c'est-à-dire la prime de risque de marché par unité de risque, multipliée par la contribution au risque. Alors, on voit tout de suite le lien. Dans le modèle d'attribution de risque, on connaît la contribution au risque des décisions d'allocation ou après des décisions de sélection pour chacun des titres quand I est associé à un titre ou à une classe d'actifs. Et compte tenu du ratio de Sharpe sur le marché, on va pouvoir associer à cette contribution au risque un return attendu. C'est là le cœur, je dirais, du modèle. Alors, les données dont on vient de parler, la prime de risque, comme vous voyez ici, si vous avez l'implied market risk premium, ici en noir, vous voyez que la prime de risque du marché, bon, effectivement, elle varie dans le temps, mais globalement, on la capture, elle est entre 6 et 8%. D'accord? Ça, c'est un fait de marché, je pense, sur lequel on peut se reposer, une prime de risque entre 6 et 8%. Au niveau de la volatilité, si on prend l'indice VIX par exemple, on voit que la volatilité, elle est toujours entre, on va dire, entre 15 et 20%. Évidemment, il y a les périodes de crise où, dans le cadre, même pour l'attribution de performance ou autre, il devient plus difficile d'analyser la performance du portefeuille. Globalement, si on considère une volatilité entre 15 et 20%,
une prime de risque entre 6 et 8%, on a un ratio de Sharpe aux alentours de 0,4-0,5, ce qui semble être une donnée acceptée par le marché. D'ailleurs, si je prends ici cette étude qui a été faite par JP Morgan, vous voyez ici que si je prends différentes classes d'actifs, liquidité, obligations d'État euro, obligations mondiales, dette émergente, obligations rendement, actions internationales, vous voyez, bien entendu, ce sont des portefeuilles. Ici, ce sont des indices, ce ne sont pas des titres. Je n'aurai pas une relation aussi propre au niveau des titres. Comme ce sont des portefeuilles, ils sont censés être bien diversifiés. Et donc, le risque spécifique ou idiosyncratique, ce risque est quasiment nul. On peut donc prendre comme mesure du risque la volatilité totale. Et si je regarde la relation rentabilité-risque et que je calcule la pente, le ratio de Sharpe, on tombe sur un ratio de Sharpe de 0,4. Donc, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que si on va prendre ces données de marché dans le modèle pour calculer le return attendu, on a des fondements empiriques relativement solides. Bien entendu, c'est une hypothèse. Comme toutes les hypothèses, elles peuvent être discutées. En synthèse, le modèle d'attribution de risque-return demande d'abord un modèle d'attribution de risque. C'est-à-dire que nous devons associer aux décisions actives de gestion la contribution au risque. Ensuite, il nous faut un modèle d'attribution de return. Nous nous sommes limités ici à Brinson, ça peut être d'autres modèles. Ces modèles vont associer aux décisions actives de gestion la contribution au return. On va faire appel à la théorie. Là, c'est une hypothèse que nous avons faite. On peut en faire différentes, mais on sait que là, nous devons être capable de transformer la modification du risque en return attendu. Ce que l'on propose ici, c'est que la différence de contribution au risque, calculée par l'attribution de risque, multipliée par le prix du risque, c'est-à-dire le ratio de Sharpe, va nous donner le return attendu. En comparant le return réalisé au return attendu, je vais avoir la notion de alpha, c'est-à-dire la différence entre le return réalisé et le return actif attendu. Effectivement, c'est exactement la même notion au niveau global du portefeuille que l'alpha de Jensen. Quand vous êtes au niveau de global du portefeuille, l'alpha de Jensen, c'est quoi? C'est la prime de risque réalisée moins la prime de risque attendue compte tenu du coefficient bêta du portefeuille. On a exactement la même notion, si ce n'est qu'ici, nous allons avoir l'alpha des décisions d'allocation et l'alpha des décisions de sélection. Revenons à notre exemple théorique avant de passer à un exemple pratique sur un portefeuille réel. Donc, rappelez-vous, on avait surpondéré les actions et on avait sous-pondéré les obligations. On avait vu que la surpondération des actions avait contribué à une augmentation du risque de 2,29%. D'accord? Si je fais une attribution de return Brinson, je vois que la décision de surpondération des actions a contribué pour 1,68%. D'accord? Mais on sait que cette décision a augmenté le risque. Donc, si je fais un modèle d'attribution risque-return, compte tenu de l'accroissement du risque qui avait été important, j'aurais dû attendre un accroissement de return bien plus important. Et on voit ici, je le mets en rouge, la décision d'allocation, bien que dans le modèle Brinson, elle me donne une contribution de 0,65%. Lorsque j'ajuste cette contribution au risque, d'accord, et que je regarde l'alpha, je vois que l'alpha est négatif. Inversement, pour les obligations, on se souvient que la décision de sélection dans les obligations avait réduit le risque. D'accord? Quand je regarde le modèle de Brinson, la sélection est négative, mais compte tenu de la réduction importante de risque, j'aurais pu me permettre une réduction de return bien plus importante et je vais le mettre en vert. C'est-à-dire que quand je calcule l'alpha, l'alpha est positif. On voit dès lors la contribution d'une attribution risk-return. Bien entendu, il ne s'agit pas de se substituer à Brinson ici aux attributions de return. Elles doivent absolument rester comme analyse du portefeuille, mais on va compléter cette attribution en lui intégrant la dimension risque, en intégrant les alphas qui va permettre d'avoir un autre regard. Prenons maintenant quelque chose de plus réaliste, un portefeuille réel ici géré par rapport à un benchmark MSCI. Vous avez ici l'allocation sectorielle, d'accord, l'allocation sectorielle du benchmark, l'allocation sectorielle dans le portefeuille. Vous avez ici le return dans le benchmark, d'accord.
le return du portefeuille. On va calculer ici, pour le modèle de Brinson, les effets d'allocation. On va calculer, je n'ai pas pu tout mettre sur le même rapport, on va calculer les returns attendus de façon à avoir les alphas liés aux décisions d'allocation. Et je vois qu'ici, les décisions d'allocation globalement ont réduit le return du portefeuille. Ensuite, je vois que pour la sélection, les décisions de sélection ici, j'ai ici les décisions de sélection dans le modèle de Brinson ici, 3,22, et je vois ici que l'alpha est aussi positif. Si je regarde en termes d'attribution de risque, d'accord, si je reprends le même reporting, je vois que la volatilité du portefeuille réel ici est de 13,65. La volatilité du benchmark ici est de 14,59. Au point de base près, j'ai 0,87. Pardon, j'ai pas 0,87, j'ai un peu plus à expliquer. Donc, j'ai ici 0,95, je pense, à expliquer. D'accord? On voit que les décisions d'allocation par l'attribution de risque ont contribué à 0,87% et les décisions de sélection seulement à 8 points de base. Ça, c'est quelque chose que l'on observe un peu dans tous les portefeuilles, c'est-à-dire que c'est souvent les décisions d'allocation qui vont modifier le profil de risque plutôt que les décisions de sélection. Et donc, ayant ici l'accroissement du risque pour les décisions d'allocation, je peux calculer l'alpha et l'alpha est négatif. D'accord? Ayant ici une faible contribution du risque, je peux calculer l'alpha de la sélection et j'ai ici un alpha positif. Quelques exemples d'application. Si j'ai un portefeuille en absolute return, donc on est vraiment dans des portefeuilles qui ne sont pas benchmarkés et qui n'ont pas un objectif de risque mesuré par la contribution à la tracking error. Donc par exemple, si j'ai un fonds européen qui a un objectif de volatilité de 10%, mais ce portefeuille est comparé à l'indice Eurostoxx 50. Donc, par exemple, dans ce cadre-là, le gestionnaire va ajuster dynamiquement l'exposition aux actions, par exemple, en utilisant des futurs. Il va donc réduire le risque pour maintenir sa volatilité cible et l'attribution risque-return va permettre de tenir compte de cette contrainte pour une meilleure explication de la performance, essentiellement en marché haussier. Dans ce cadre-là, les actions vont surperformer, mais compte tenu de la contrainte sur le portefeuille et de la réduction du risque, le portefeuille va sans doute sous-performer. Mais quand vous allez ajouter l'attribution risk-return, vous allez peut-être voir des alphas positifs. Donc, ça permet un meilleur dialogue avec le client. En gestion de fortune, un client qui met l'accent sur la préservation de capital, mais qui souhaite malgré tout de la part de son gérant une gestion active, de nouveau, on peut être dans la même situation. Le gérant prend moins de risques. Il va avoir en marché haussier une performance moins importante, difficile à communiquer. En introduisant l'attribution risk-return, on va pouvoir associer l'alpha et une meilleure contribution. Pour les portefeuilles, par exemple, gérés avec un budget de risque exprimé en perte maximale, par exemple un maximum drawdown ou autre, la tracking error ne permet pas de prendre cela en compte comme type de contrainte. Et donc, dans ce cadre-là, l'attribution de risque-return va permettre d'intégrer cette contrainte de budget de risque. Quelques takeaways. On a vu que la méthodologie risk-return est valable pour tous les modèles d'attribution de performance. Il faut d'abord associer aux décisions actives de gestion la contribution au return. Ensuite, nous avons besoin d'un modèle d'attribution de risque qui va permettre d'associer à ces décisions la contribution au risque en utilisant un lien risque-return au travers d'un modèle théorique choisi argumenté. Nous allons pouvoir calculer le return attendu et donc la contribution des décisions actives de gestion à l'alpha ou au return ajusté au risque. Voilà, merci pour votre attention. Je vais repasser la parole à Rémi. Eh ben, merci Philippe pour ces explications sur l'attribution performance et risque unifié. Un petit mot pour conclure. On privilégie naturellement, on organise des webinaires, mais on est très content de rencontrer
les participants de l'écosystème des investissements sur place. Alors, on sera en Suisse à l'Asset Management Day le 12 juin 2026 à Berne, à Paris à l'Institutional Day le 30 juin 2026. Naturellement, on est basé en Belgique, donc on est aussi très proche de tous les intervenants en Belgique. On est très content quand on a des réponses, donc n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions par rapport à cette présentation, vous pouvez les poser ici via l'interface GoToWebinar dans la partie section questions. Et par ailleurs, on serait aussi ravis de voir si vous êtes intéressé de participer à des Amindis Academy qu'on organise régulièrement à Genève, à Bruxelles, à Paris. Les prochaines auront lieu en septembre. N'hésitez pas à nous contacter pour des informations par rapport à ces sessions. Voilà. Alors, je vais regarder s'il y a des questions dans la partie questions. Alors, pourquoi choisir la différence entre la volatilité du portefeuille et du benchmark plutôt que la tracking error? Oui, c'est une question importante. Effectivement, lorsque l'on va comparer un portefeuille à son benchmark, le budget de risque est souvent exprimé en termes de tracking error. Mais comme je l'ai dit, avant tout, il y a des portefeuilles qui ont des contraintes et maintiennent un benchmark. Donc, si la contrainte implique un risque réduit, il est possible que la perf du portefeuille s'écarte du benchmark et donc reflète une tracking error élevée. Mais la tracking error élevée ne va pas refléter le type de risque pour le client. En effet, il y a deux types de risques, des risques relatifs, s'écarter de son benchmark, important quand on est un gérant et que nous sommes comparés à d'autres gérants. Donc là, ça peut être crucial. On va rester, bien entendu, sur des budgets de tracking error et mesurer sa tracking error. Mais lorsqu'on est en dialogue avec un client et que celui-ci a mis des contraintes de gestion, la tracking error ne devient plus la mesure idéale de mesure du risque par rapport au benchmark. C'est pourquoi la différence de volatilité devient la mesure adéquate, je dirais, pour intégrer ces contraintes. J'ai parlé de contraintes de préservation de capital, de contraintes de cible de volatilité, de portefeuille absolute return, mais ceci peut aussi, bien entendu, s'appliquer dans des contraintes ESG sur certains secteurs, comme parfois la défense, les énergies fossiles, qui sont des secteurs assez volatiles et qui peuvent amener une réduction du risque. Alors, question suivante, donc c'est concernant le lien entre la performance et le risque qui est fait via le ratio Sharpe. Est-ce qu'il y a des alternatives par rapport à ça? Oui, bien entendu. Ici, je pense qu'on est dans le reporting, que ce soit un reporting à destination du client, comme je l'ai dit, pour mieux expliquer la performance, que ce soit un reporting à destination du gérant pour mieux piloter son portefeuille. Dans le cas du reporting, ce qui est important, c'est la lisibilité, la compréhension du reporting et aussi la consistance dans le temps. Donc, dans ce cadre-là, il est parfois intéressant de prendre des modèles partagés par tous et relativement simples. Mais si on veut aller plus loin, on peut bien entendu passer par des modèles factoriels et identifier plus d'une source de risque. Ici, le ratio Sharpe suppose comme seule source de risque le marché et prendre d'autres sources de risque systématiques. Et les modèles factoriels pourraient être une alternative, introduit de la complexité, mais peut-être apporte un peu plus de précision dans l'analyse. Alors, question suivante. Acceptons un effet d'allocation résiduelle lié au rebalancement de l'indice? Alors là, donc, si on prend d'abord l'attribution de return, donc si on prend l'attribution de return, il est clair que le rebalancement doit être pris en compte. Donc là, c'est toujours un problème méthodologique, c'est-à-dire, comme on le sait, tant qu'il n'y a pas de rebalancement, on va calculer les returns en calculant le time-weighted return des sommes pondérées. Lorsqu'il y a des rebalancements, on fait la somme pondérée des time-weighted returns. Donc ça, c'est un problème méthodologique de calcul pour tenir compte du rebalancement. Alors, le portefeuille ne va pas être rebalancé tous les jours, bien entendu. Donc, il faut prendre les périodes de rebalancement du portefeuille. Et logiquement, si les périodes sont bien définies, il ne devrait pas y avoir de résidus liés au rebalancement de l'indice.
Donc ça, c'est un point important. Maintenant, la réalité est telle qu'on ne peut peut-être pas tenir compte des rebalancements. Et ce que je pense important dès qu'il y a résidu, c'est de l'identifier clairement et ne pas le ventiler sur les autres effets. Okay. Je peux peut-être ajouter que ce que j'ai vu dans le logiciel de Amin 10, le rebalancement est bien pris en compte et pour la plupart des indices, même dernièrement sur des indices Barclays, on peut reconstituer parfaitement le return de l'indice chaîné, donc en multipériodique, en tenant compte des rebalancements. Ok, merci. Une dernière question. Que conseillez-vous comme période et fréquence d'observation pour l'attribution de risque? Voilà, ça c'est un point important. Comme vous avez vu, on doit calculer des volatilités. Pour calculer des volatilités, il faut toujours choisir une fenêtre du temps et une fréquence d'observation. Je pense que les standards de marché, la fréquence, c'est hebdomadaire. Généralement, vendredi à vendredi, de façon à éviter des périodes qui, par exemple, seraient non standards. Je pense que fin de semaine, c'est relativement standard comme période. Et ensuite, il faut un nombre de données minimal. Mais plus la fenêtre du temps est grande, plus, je dirais, c'est moins approprié pour la situation d'aujourd'hui. Donc, je dirais qu'au minimum, le minimum, c'est 1 an, et je dirais qu'au maximum, c'est 3 ans. Ok, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter après le webinaire. On se fera une joie de partager des éléments supplémentaires par rapport à vos questions. Voilà, on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.